12 p.m. in Aqua, Douala. Ladies and gentlemen, we welcome you all to this edition of the Midday Bilingual News on Équinoxe Television. Good morning to you, Christine Babanda. Good day, Essielou Siliengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi 27 septembre, événement macabre dans les régions anglophones en crise. Alors que le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans une maison en construction dans le nord-ouest du pays, l'auteur présumé du meurtre d'un jeune opérateur économique à Tiko et 12H Isabelle Carole Zoupet nous fait un rappel des faits. Son poste de service, si à Tiko, il ne l'occupera plus jamais. Le jeune innocent, tenancier de callbox, a été effroyablement arraché à la vie par des hors-la-loi alors qu'il regagnait son domicile. Il aurait reçu plusieurs coups de poignard et sa dépouille traînait dans la broussaille près d'un cours d'eau. J'étais en train de travailler quand un enfant est venu me dire qu'il y a un homme couché là derrière. Je n'ai pas cru quand l'enfant me l'a dit. C'est quand il ne faisait qu'insister, insister et insister que je me suis levée et effectivement, j'ai constaté qu'il avait raison. On a directement appelé les voisins et tout le monde a accouru. Une fois la découverte faite, l'alerte lancée, les forces de l'ordre sont aussitôt descendues sur les lieux et sa dépouille déposée dans une morgue de la place. Au sein de la famille, émoi et consternation. Un autre décès dans des circonstances troubles a été enregistré au quartier Meta, à Bamenda. Ici, c'est dans un immeuble en chantier que la dépouille d'un homme a été retrouvée. Les riverains, selon les informations recueillies sur les lieux, ignorent complètement les circonstances de son décès. Seule l'enquête ouverte pour ces deux cas permettra de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces décès. Agression de masse dans les arrondissements de Douala à 1er et 2e. Les auteurs du meurtre d'un jeune homme au quartier Bali étaient hier sur la scène du crime pour reconstituer les faits. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral du pays, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Steve Eboulé et Hubert Michel Kamenich nous font revivre ce midi cette scène. À la division régionale de la police judiciaire du littoral, le scénario est réalisé. Voici les 13 acteurs. 5 poignards, leur âme d'opération. Ils ont assassiné Eyango Bless en début de week-end dernier. C'est l'heure de la reconstitution des faits. C'est au quartier Bali, dans le premier arrondissement de Douala, que le drame s'est produit. Dans cette station-service, les présumés meurtriers reproduisent la scène. On continue. Sur place, un jeune homme qui a échappé de justesse à l'agression explique. Tu as le poignard comme ça sur moi. Tu me dis que tu vas me poignarder. Place-toi et ce que tu as fait. Vous tuez le gars là, c'est ici. Vous poignardez le gars là ici. Le gars remonte. Le présumé assassin de Blaise Eyango est identifié. Bamba Ridel Sèche alias Drake, un repris de justice âgé de 31 ans. Il n'est pas à son premier forfait. C'est tout le quartier qui était pris d'assaut par des assaillants le soir du crime. Rue Monguier, Carrefour Anatole, ils étaient partout, opérant dans les boutiques, les maisons d'habitation et les stations-service. À 18h, nous on dormait, on fermait dans nos portes ici. Là. Donc ça n'allait pas. Même dans nos maisons, même, ils nous agressaient nous-mêmes. On ne dormait pas. Dans notre propre quartier, nous n'avions pas la paix. Nous ne pouvions pas entrer chez nous à plus de 20 h. Donc c'est fatigant, nous sommes très contents. Pour la reconstitution des faits ce jeudi, le gouverneur de la région du littoral et son état-major sont descendus sur le terrain. Permettez-moi de dire que nous n'avons pas repris les microbes, parce que les microbes on ne les voit pas. C'est des bandits que nous avons arrêtés. Comme ils sont tous passés aux aveux, celui qui a ôté la vie à M. Eyango Blaise est là, et vous l'avez vu avec un semblant de couteau en main, le couteau avec lequel il a assassiné Eyango
est au niveau de la PJ. Le patron de la région du littoral martèle une fois de plus que Douala n'est pas le Far West, comme certains voudraient le faire croire sur les réseaux sociaux. Compte tenu du fait que beaucoup ont voulu montrer que la ville de Douala est invivable, il était question donc que nous puissions accompagner la justice dans cette phase. Sur un ton ferme, Samuel Dieudonné Ivara Dibois promet de faire la peau à tous les fauteurs de troubles de Douala qui ne tireront pas les leçons de cette situation. Nous sommes descendus ainsi pour démontrer à notre population que l'État reste debout et que ceux qui veulent mettre le désordre dans cette ville rencontreront la force de la loi. La chasse à l'homme se poursuit pour mettre hors d'état de nuit le reste de la bande encore en fuite. Face à ce crime odieux et atroce d'ailleurs commis au quartier Bali vendredi dernier, le gouverneur de la région du littoral en appelle à la responsabilité des parents, les auteurs du meurtre présumé étant des jeunes en deçà de 23 ans. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter dans cet extrait capté pour nous par Hubert Michel Camille. Nous avons tous des enfants. Mais sachez une chose, on est citoyen quand on respecte la loi. Mais lorsqu'on va hors de la loi, vous n'avez qu'à encaisser cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes. À 21 ans, ils arrivent à tuer. Et on ne va pas dire à quelqu'un que tu as tué, alors promets-toi comme tu veux. Donc, que cessent ces formes de manipulation. Les prisons aussi sont faites pour des mineurs, dans une réglementation précise. Mais lorsqu'un mineur tue, je ne vous dis pas le reste. Sachez que la ville de Douala est quadrillée et nous demandons que vous coopérez. Les parents qui protègent les bandits n'ont qu'à pleurer parce qu'il n'y aura pas de pitié. Et ceux qui sont dans ces quartiers savent que dans certains blocs, il y a des parents qui protègent leurs enfants. Et j'ai dit que lorsque j'apprendrai qu'un seul s'est manifesté, nous allons l'associer à l'activité de son enfant. Partons maintenant dans la ville de Yaoundé où la falsification des diplômes et autres documents administratifs continue de prendre de l'ampleur. Comment venir à bout de ce serpent de mer? Éléments de réponse rassemblés pour nous par Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. L'on observe un léger mieux, avec l'engagement pris par certaines administrations de s'arrimer à la nouvelle donne. Mais le chemin qui mène à la sécurisation des documents administratifs est encore long. L'interpellation il y a quelques jours d'un gang de faussaires en dit long sur l'ampleur du phénomène. Et vous savez qu'aujourd'hui, la signature manuscrite pose beaucoup de problèmes. Le cas des faux diplômes décelés au niveau du Midday nous montre à suffisance qu'il y a des sérieux problèmes par rapport à la sécurisation des documents physiques qui sont produits par les administrations. En réalité, nous devons avancer vers une administration du tout numérique parce que le support papier a montré ses limites. À l'aide de la transformation digitale, aucune entité sérieuse ne doit rester en marge de cette évolution technologique. Et il est question au niveau de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication que les outils que nous mettons en place soient mis à la disposition des administrations afin que les documents administratifs produits soient sécurisés. L'Antique a présenté DocAuthentics, qui est une plateforme qui est développée pour la sécurisation des documents, que ce soit des documents sur support papier ou alors des documents sur support numérique. Cette plateforme-là s'appuie en réalité sur une technique connue qui a été validée par le législateur camerounais, que la signature électronique avancée est équivalente à la signature manuscrite. Ce séminaire, le 4e du genre organisé par l'Antique, vise à sensibiliser les institutions publiques ainsi que les organismes privés sur les enjeux de la sécurisation des documents administratifs qu'ils produisent. Parce que nous vivons désormais et nous allons vivre dans le monde digital. Et qui dit monde digital, les choses vont tellement vite. Vous ne vous fiez plus à ces documents qu'on signe avec la main, ça ne donne plus rien. Les cybercriminels et autres faussaires ne manquent pas d'ingéniosité. Aussi importe-t-il pour nos administrations de se mettre constamment à la page, au risque de tomber dans leur filet, comme c'est de plus en plus le cas.
Le phénomène de la fuite des travailleurs fait rage au Cameroun. Alors qu'on déplore le départ de près de 6 000 travailleurs qualifiés vers le Canada, des réflexions se multiplient pour stopper la saignée quand on sait que le Canada a récemment annoncé réduire la main-d'œuvre des travailleurs étrangers. Le point de vue d'un économiste dans ce reportage d'Achille Kamga. La décision du gouvernement canadien de mettre fin à la politique d'immigration pour les résidents temporaires est venue glacer l'enthousiasme des Camerounais. Troisième colonie la plus importante du Québec, avec ses 14 000 résidents, derrière la France et la Chine. Si on n'arrête pas, il va se passer que même, n'est-ce pas, les jeunes Canadiens vont bientôt manquer, n'est-ce pas, d'emploi. Donc il faut serrer un peu les vis pour permettre, n'est-ce pas, aux Canadiens qui sortent, n'est-ce pas, des formations, qui sortent des écoles, n'est-ce pas, de pouvoir, je vais dire, de pouvoir retrouver du boulot. Même si le Canada reste une terre d'opportunités avec des conditions sociales, économiques et politiques favorables, l'action du gouvernement canadien pourrait être un mal pour un bien pour le Cameroun. Si le gouvernement camerounais peut donc faire une planification en se disant voilà le nombre d'ingénieurs que j'ai, le nombre d'architectes que j'ai, le nombre d'avocats que j'ai, le nombre, n'est-ce pas, d'instituteurs, d'enseignants que j'ai, et voilà le programme qui est le mien dans horizon 3 ans, il va falloir que je les emploie, que je les occupe. Les discussions sur la fuite des cerveaux ont souvent alimenté les débats tant au sein de l'administration publique que dans le secteur privé, au regard de la grande propension des travailleurs qualifiés à aller investir les verts pâturages du Canada. Une ruée vers ce pays d'Amérique du Nord, renforcée par le fait qu'aucune politique publique n'est mise en œuvre de manière concrète pour les retenir. C'est parce qu'on n'est pas bien ce soir. Et pourquoi on n'est pas bien ce soir? Parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas créé des conditions pour qu'on soit bien. Au Cameroun, on ne vit pas, on vit fort. Au Cameroun, on ne travaille pas, on jongle. Les Camerounais sont en majorité des jobbers. Et pourquoi? Très incongru de former des personnes qui vont aller plutôt servir une autre nation. Parce que c'est ce qui se passe. Les gens que le gouvernement a mis des moyens à former, aujourd'hui, sont plutôt au service de toutes les nations du monde, sauf le Cameroun. C'est quand même assez bizarre. Le gouvernement camerounais sait désormais ce qu'il a à faire. Et il y a urgence. Car cette interruption de la politique d'immigration temporaire ne durera que le temps du réajustement du nombre de résidents concernés par ce statut. En sport, tournoi de l'UNIFAC 2024, le Cameroun, leader du groupe B, les Lions U20 écrasent les Centrafricains 3-0 au Congo. Une belle entrée en lice que décrypte pour nous aujourd'hui Esther Manuela Anon et Josiane Gok. Angèle Yonjo et ses coéquipiers ont pris le dessus sur leurs adversaires au stade Massamba Débat de Brazzaville. Pour son entrée en lice, le Cameroun s'impose sur le large score de 4-0 face à la République centrafricaine. Wilfried Nathan Douala, Yvon Nana, Dibring Aruna et Laurent Essunga sont les buteurs de la partie. Une première victoire qui positionne le Cameroun à la tête du groupe B devant la République centrafricaine et le Gabon. Après la séance d'entraînement d'avant-match, le coach Yvan Kemwe a affirmé que l'objectif principal est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi afin de décrocher une qualification pour la prochaine CAN. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas et les effectifs ont changé. Nous avons pratiquement 98% de renouvellement dans notre effectif. Après, ce sont des gamins pour la plupart qui n'ont pas encore fait de compétition internationale. Vous avez bien vu dans notre effectif, nous avons pratiquement 4 U17 qui ont été surclassés. Donc je crois que ce n'est pas une excuse, mais après nous abordons match après match et après le challenge. Et tout ce que nous voulons à la fin, c'est que l'équipe nationale du Cameroun U20 puisse se qualifier pour les prochaines CAN. Après cette sortie fructueuse, il faudra attendre samedi le 28 septembre pour le deuxième et dernier match de poule face au Gabon, actuellement à la traîne dans le classement. Mardi, lors du match d'ouverture, les Diables Rouges du Congo se sont imposés sur le score d'1-0 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le pays hôte est donc premier du groupe A. Les nœuds se resserrent après les matchs de la première journée. À la fin de la compétition, seuls les finalistes valideront le ticket pour la phase de poule de la CAN 2025. Fin de la première partie de votre journal. Place à l'actualité en langue anglaise. Avec vous, Essielou Silingo.
Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of news in English language. We begin this edition in Tiko, in the southwest region of the country, where security forces have apprehended a suspect said to have or accused of having a hand in the death of a call box operator in Tiko by name Innocent. While in the northwest region in Meta Kwata, the inhabitants are still in shock following the macabre discovery of the lifeless body of a man in an uncompleted building. Smart Jikan Gabriel has the details. The space of Innocent alias Santos is now empty at the Tiko roundabout. The lifeless body of Innocent was seen beneath a bridge in Tiko after he was allegedly assassinated by unknown people at his residence in Newtown, Tiko. It was a moody atmosphere that we met with the door of the room of Innocent locked. People around described Innocent as a good man. It's too aching to lose someone very serviceable like him, because whenever you stop at his kiosk, he is always readily available to serve you without complaining. We only pray that God will serve his assassins with justice. Gendarmes in Tiko are reported to have arrested one suspect linked to the death of Innocent. It should be recalled that Innocent was killed and his money taken away by his killers on his way to his house. At the Metakwatas neighborhood in Bamenda, it was the lifeless body of a man that was discovered in a still-to-be-completed story building. Many around the neighborhood say they knew the dead man as they usually spend time together with him. He's been with us for more than 20 years now. Whenever he is with us, he keeps us funky with his guitar, and we support him financially. He's my very good friend. When he is around, we play together and he sings. When he sings, we motivate him with money. For now, the cause of his death is not yet known, but close persons said before his demise, he was not very sound health-wise. In the littoral region here in the city of Douala, security forces have apprehended 13 out of the armed bandits who attacked the Bali neighborhood a week ago. They were presented to the public in the Bali neighborhood in the presence of the governor of the littoral region, Samuel Jidonevaha. Now, the reconstruction of facts with Sedu Chakutio. 13 suspected bandits arrested by elements of the Regional Delegation for National Security of Littoral. They are accused to have terrorized the inhabitants of Bali and its environment and to have killed Blaise, a young in the Douala 1 subdivision. They were presented to the press here in Douala. The people of the area are still traumatized. Baban Serge, the 21-year-old, is accused to be the one that killed Blaise Eyango. The inhabitants expressed their satisfaction after this action. We were having sleepless nights because of these individuals who were terrorizing us in our area. Now with this operation done by the government who is here with us to fight against these bandits, we are going to sleep as babies. The governor says more stringent measures will be taken against those causing havoc in Douala. It was good for us because this step, it is a judiciary step. We are just coming as those who are witnesses what have been done. So the procureur have just sent this mission to make it be known by everybody, because they are now at the end of the justice. They have to be judged. I told you first day that you caught 2 people, the other day 8 people, now there are 13 of them. He again sends a strong message to those hiding criminals in their houses. They have to educate the children. They have to show the children that when we are living in society, we have to respect each other. If you are a thief man, the prison is waiting for you, and there's no way
to come and cry in front of the governor that my son has been caught. I'll tell you that it's not me, it's the law. The governor of the littoral region has been relentless against insecurity in Douala. While in the Douala 3 subdivision, inhabitants of Nyalatu say the presence of a 15 meters deep ravine puts them in fear. They equally say their lives are at risk as several houses around the ravine have collapsed. And Innocent, as they visited the neighborhood, and now tells us the plights of the inhabitants in the following report. This ravine that poses a death threat to inhabitants of Nyalatu in the Douala 3 subdivision is formed from a small hole 15 years ago. Run off from heavy rainfall gradually eroded the hole that eventually transformed into this monster pit. Today, it is wide and long, with a depth of about 15 meters. Houses that were built here collapsed. Even the church constructed here was abandoned by the man of God due to the risk. Children have been falling here when they come to dispose deaths. It has disconnected two neighborhoods, Dallas and Kilimanjaro, found in Nyalatu. We constructed several bridges here, but they were carried away by runoff. Without a bridge, it is difficult to leave Dallas and go to Kilimanjaro and vice versa. At the moment, only one bridge exists, used by the entire population. Business persons around take a great risk as they struggle to generate income for their well-being. I am scared because the ravine might swallow my shop as it enlarges in size. Just for my customers to come here, it is hell. They fall in the ravine. Some are compelled to go round. Though they have written complaints to municipal authorities, no concrete action has been taken so far. The Douala City Council sent a team on the site, but since then, no action was taken. We also rose to the Douala 3 mayor, who reacted by trying to fill the ravine with trucks of laterite, but the remedy was short-lived. The third-class chief of Nyalatu, notables, and the population once again implore municipal authorities to quickly intervene with realistic life-saving action plans. Innocent Azay reporting there. And now in other news, legal minds and civil society actors say that the arrest of Ayaba Lucas is an important move in the Anglophone crisis in the two English-speaking regions of the country because of his influence in the crisis. A legal mind reviewed the chance for him to be extradited is complicated due to his German nationality. Let's have the details with me, Armstrong Sander. Symbolic, significant, crucial and strategic are some of the words used by Cameroonians in and out of the country to describe the arrest of Ayaba Lucas. Barrister Salai Emmanuel, a leading legal voice in the fight against separatist leaders and their activities in the Anglophone regions, sees his arrest as significant. Ayaba Lucas's arrest marks a significant victory in the fight against terrorism and separatist violence in the conflict regions of Cameroon. Significant because of the weight of the man Ayaba Lucas in the conflict. Ayaba Lucas is the most dangerous separatist terrorist leader leading the most powerful separatist organization against Cameroon. Accused of war crimes, crimes against humanity and the abuse of human rights, civil society and legal actors says his arrest sends a strong message to other actors in the conflict. It also calls the attention of those hiding, wearing masks, to know that there is no stone that shall be left unturned. Any person trying to stand on the way of the genuine dialogue. His apprehension sends a clear message. No one who sows terror and destruction in Cameroon will escape justice, no matter where they live. We expect many more arrests, not necessarily in the coming days, but in the coming months.
While Ayaba Lucas is remanded in custody in Norway, extradition in his case remains complex, though not impossible. Extradition is a complex legal process, especially given that Ayaba has a long-term residency in Norway and is actually also a German citizen. However, with sufficient evidence of his involvement in terrorism and crimes against humanity, and through continued cooperation with Norwegian authorities, it is possible that an extradition could be requested. As opinions on the impacts of his arrest diverge and converge, the urgent needs to stop hostilities and restore the dignity of human beings in the Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon stands tall and indisputable. Prominent legal expert assessed that Norway has a legal system that closely resembles the common law system, and this should not be overlooked. He elaborates that the common law emphasizes thorough investigation prior to making arrests, and this does not rule out of the possibility that their presence in the Cameroonian territory. Now let's take a listen to him, Barrister Ashu Julius, in the following report. The legal system is like that of the Anglo-Saxon system, whereby before they arrest you, a thorough investigation must have been carried out without even your knowledge. And it is when once they come for you, it means they have proof beyond reasonable doubt that the offenses of which they're going to accuse you are founded. So I'm sure they've now established the fact that Ayaba is a terrorist. I know with international offenses, it can be tried anywhere, in any country. And he can even be sent to the International Criminal Tribunal. But I believe his lawyers are going to fight for him to try in Norway, in Oslo, see where he was arrested. Norway signed the Treaty of Rome, whereby some offenses are considered as international offenses like terrorism and abuse, outright abuse of human rights. He's a champion. He's been noticed to be a champion of such an abuse and terrorism acts in Cameroon. Ayaba thought that he was untouchable, so with all the foreign declarations we're making, he thought that impunity is going to reign. He thought that what he was saying is a semi-god that determines who lives and dies in the Northwest region. At one point in time, that was what is in mind, because I remember he said, "Oh, if I knew, I should cut off the head of the chiefs." Can you imagine a human being saying that about other human beings? So whether you like it or not, those around him are going to be shaken and are going to be scared, and now they know that the rule of law is the rule of law, and it can happen to you at any time. Don't forget that we have victims in this country who would tear apart Ayaba if they didn't get him, and I'm very certain there have been a group of guys who have been steadily sending proof of what Ayaba has been, the atrocities been committed in Cameroon, to the Norwegian government. Barrister Ashu Julius speaking there in that excerpt, and still talking about Ayaba Lucas. He is known as a leading figure among the separatist leaders advocating for the independence of former British Southern Cameroon. Now his profile in the following report compiled by Babila Jonathan. Born in August 1972, Ayaba Lucas is an Ambazonian activist. He is the former Secretary General of the Southern Cameroon's Youth League and is the current leader of the Ambazonian Governing Council, a separatist organization in the former Southern Cameroons. Ayaba was expelled from the University of Buea in 1993 because he led a one-man demonstration against tuition increase. He has been on exile from Cameroon since then. He eventually ended up in Norway, where he studied human rights and development at the Norwegian University of Life Sciences, from where he has based his activism. In January 2017, Ayaba was allegedly targeted for assassination in Brussels, Belgium. As leader of the Ambazonian Governing Council, Ayaba and Chairman Benedict Kwa oversaw the creation of the Ambazonian Defense Forces, which carried out its first guerrilla action on September 9, 2017. This was the first armed action by Ambazonian separatists in what would become known as the Anglophone crisis.
This happened 7 weeks before the interim government of Ambazonia was established and months before it endorsed an armed struggle. The Ambazonia Governing Council's relationship with the interim government was often strained. In March 2019, Ayaba Cho refused to attend the All Southern Cameroon's People's General Conference in Washington, D.C., calling some of the attendants enablers. During the 2019 Ambazonian leadership crisis, Ayaba supported Siseko Julius Ayuktabe against Samuel Ikomesako. Ayaba argued that it was wrong to attack Ayuktabe, who had been in detention since January 2018. Ayaba Cho Lucas published the book Not Guilty, An African Refugee Experience, which is the journey of a black refugee through the complex and restrictive economic center of Fortress, Europe, as seen through the eyes of one person. Ladies and gentlemen, that report ends this edition of the 12 p.m. Bilingual News. We thank you so much for your keen attention and we wish you all a happy and a blessed weekend. Christine Babanda, do have a nice weekend. Equally have a nice weekend, Monsieur Luciliengou, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Portez-vous comme un chat.